Alors depuis la semaine dernière, les Français ont découvert dans la presse, à la télévision, dans tous les journaux, les radios, un nouveau scandale sanitaire, celui des pilules de 3e et 4e génération qui causent des accidents dramatiques aux femmes qui prennent ces pilules. Et puis voilà que ce week-end, une autre affaire a éclaté avec un nouveau volet qui se rajoute au précédent, celui de la pilule Diane 35, une pilule destinée à soigner l'acné et prescrite dans beaucoup de cas comme contraceptif, sauf que, il y a eu des morts, 4 selon l'Agence de sécurité du médicament. Alors comme à l'époque de l'affaire du Mediator et celui des prothèses mammaires, on est face à des questionnements extrêmement compliqués et sans vouloir forcément être alarmiste, tout de même essayer de comprendre ce qui se passe avec ces médicaments que l'on prend pour une autre destination que celle a priori, celle de départ. Alors et puis à qui la faute? Les questions évidemment ne manquent pas de se poser. Les laboratoires sont-ils responsables de la fabrication de certains médicaments qui trop souvent ont des effets secondaires que l'on maîtrise mal? Les médecins ne sont-ils pas assez attentifs aux prescriptions et aux notices de ces médicaments? Et puis, quel est, au fond, surtout, même, pourrait-on dire, le rôle de l'Agence de sécurité du médicament? La question de la pharmacovigilance en France revient donc sur le tapis, avec une autre qui l'accompagne. Pourquoi on a, au fond, si souvent l'habitude de détourner l'usage de médicaments pour soigner d'autres pathologies? Est-ce une habitude française? Pour en parler ce matin, nous avons invité Daniel Hassoun, bonjour, donc, bonjour. Gynécologue, et puis vous avez été responsable de centre IVG il y a peu. Oui. Où ça? Alors à Saint-Denis. Et puis Philippe Even, bonjour. Bonjour. Président de l'Institut Necker, professeur émérite à l'université Paris 10 et puis auteur, on le sait, notamment du guide des 4000 médicaments utiles, inutiles ou dangereux avec Bernard Debré au Cherche Midi en 2012. Et puis aussi, toujours avec Bernard Debré, les leçons du Mediator, l'intégralité du rapport sur les médicaments au Cherche Midi 2011. Et vous voilà en piste pour nous dire tout ce qu'il faut penser de mal sur les médicaments et la question du cholestérol. Je citais tout à l'heure dans le coup d'œil de 7h15 le dossier de Books. Faut-il avoir peur du cholestérol? Où Books, au fond, raconte, selon études à l'appui de nombreux scientifiques, que jusqu'à présent, les études censées démontrer l'utilité des statines contre le cholestérol présentent de très graves défauts, et vous n'y allez pas de main morte. Dans Books, Philippe Even, chaque essai est un trucage de l'industrie. Le fait que le taux de cholestérol soit sans rapport avec la maladie cardiovasculaire n'embarrasse ni les industriels, ni les revues scientifiques, ni les cardiologues, ni les autorités de santé. On en dira un petit mot tout à l'heure, ou peut-être vous voulez commencer par ça, parce que c'est le prochain scandale sanitaire qui se profile après les pilules. Hein. Oui, ça prendra le relais des pilules dans un mois. Donc vous n'avez plus qu'à vous préoccuper pendant quelques semaines de ce problème. Non, mais la revue sort demain déjà, donc Books, j'imagine que ça va faire... Oui, ils ont... À mon avis, les médicaments contre le cholestérol ne servent à rien. Rigoureusement à rien. Pas d'autres commentaires. Le cholestérol ne joue absolument aucun rôle direct dans les maladies cardiaques. Absolument aucun. Moi, je vais chez mon toubib, il me dit, tiens, vous faites un peu de cholestérol, vous devriez arrêter l'entrecôte frite. Alors, si j'arrête un peu l'entrecôte frite. On a dit que le soleil tournait autour de la Terre pendant 20 siècles. Hein. C'est la même chose. Il y a 50 ans qu'on a accusé le cholestérol. C'est d'une ampleur quand même colossale. Mais c'est bien pour ça que... C'est pas le Mediator, c'est pas la pile, c'est colossal. C'est le monde entier qui... Il y a une différence. Les statines sont, dans l'ensemble des médicaments, assez peu dangereux. Il y a donc assez peu de risques pour les patients. Donc autant prendre des Smarties, quoi. Oui, si vous voulez. C'est plus un problème d'erreur de pensée qui est très pénible pour ceux qui ont l'esprit scientifique, et aussi un gaspillage d'argent, parce que rien que pour la France, ça fait 2 milliards d'euros. 2 milliards d'euros, c'est 120 000 SMIC, gaspillés chaque année absolument pour rien. Mais combien de gens dans le monde prennent-ils des pilules? 200 millions de pots de statines. Il y a 200 millions de gens qui se font avoir, vous dites. Oui. Même si leur cholestérol baisse. Ah, mais le cholestérol baisse, oui, ça c'est vrai, elles sont efficaces sur le cholestérol, mais ça sert à rien. Si vous avez les cheveux longs, vous coupez les cheveux, ça change pas votre vie quotidienne, c'est la même chose. Mais ça veut dire que quoi? Ça va mener à un scandale sanitaire énorme qui va remettre en cause les labos notamment? Les labos, c'est le... Vous ne le savez pas, ça, les statines, c'est le premier marché. Non, alors moi, je vous avoue que je ne connais strictement rien aux statines. Tous les anticancéreux réunis dans le monde coûtent moins cher que les statines. C'est le numéro 1 mondial de la consommation de, j'ose pas dire médicaments, disons de produits de santé, ou attribués à la santé. Donc si, tout de même, les médicaments contre le cholestérol ne font pas de bien, ils ne font pas de mal. C'est déjà... Sauf à des doses élevées, où là, il y a des complications graves. Mais aux doses usuelles, raisonnables, il y a assez peu de complications. Il y a des petites gênes, on a mal un peu partout, dans les tendons, dans les muscles. On peut être un petit peu endormi, moins vif, participer à toutes les activités de la vie, sensorielle, émotionnelle ou intellectuelle, de façon
un petit peu moins présente, pas facile à mesurer, ça n'est pas vraiment un danger. Et le danger, il est quand même de manger trop de Chateaubriand? Ah ben là, vous sortez du problème, ça n'a plus rien à voir avec le cholestérol, car figurez-vous que dans le Chateaubriand, il n'y a pas de cholestérol. Voilà, ça me rassure pour midi. Daniel Assoun? Oui. Ce qui est intéressant, c'est effectivement... Non, on va parler de la pilule après, mais vous bon. imaginez bien que le books de ce matin, à 4h30 du matin, il m'a fait un petit effet quand même, voilà. Oui, mais je pense que c'est effectivement ce qui est intéressant, c'est ce que dit M. Even sur l'erreur de pensée. Il y a ce scandale des laboratoires, etc., on peut en parler, ça c'est un autre problème plus vaste, mais je pense qu'il y a beaucoup de cas en médecine où il y a une espèce d'erreur de pensée, où surtout on fait la relation de cause à effet, et qui paraît de premier abord comme ça absolument évidente. Et puis, si on analyse un petit peu mieux, parce que ce que vous dites là et ce qui sort ce matin ou demain, je ne sais pas, c'était connu il y a bien longtemps. Personnellement, j'ai du cholestérol, il est hors de question que je prenne des statines. Hors de question, je le savais depuis fort longtemps. Donc voilà. Oui, mais vous le savez depuis longtemps, vous êtes tout bib, vous. Oui, mais il semble que les collègues continuent quand même à prescrire des statines. C'est vrai que c'est là aussi, comme pour la pilule, on va y revenir, un problème complexe en même temps. Mais je pense que là, il y a encore plus une erreur, une façon de raisonner. C'est la relation de cause à effet. Y a-t-il une relation de cause à effet à chaque fois entre effectivement la montée du cholestérol et les risques cardiovasculaires, enfin certains risques cardiovasculaires? C'est compliqué, je pense que c'est vraiment compliqué par ailleurs. Non, c'est des mécanismes complexes. Ce que je comprends qui risque d'ailleurs de faire le plus scandale au fond, ça n'est pas tant qu'on prenne un médicament finalement qui ne fasse rien, que visiblement, dans ce que vous dites dans Books, professeur Even, que la mise en scène. En revanche, vous parlez de trucage. C'est-à-dire que là, vous dites les malades recrutés pour des essais sont des malades idéaux sans grand rapport avec des malades réels. Vous savez, c'est une histoire simple. C'est une histoire simple. Il y a une erreur de pensée médicale au départ. Les médecins continuent à croire ça, ils ont appris ça, et au fond, ils vérifient pas. Ils ne lisent pas, et je souligne 3 fois, ils ne lisent pas les articles scientifiques de façon critique avec la calculette dans la main pour vérifier tous les calculs. Ils regardent la conclusion est biaisée, elle n'a rien à voir avec l'article qui a été rédigé, c'est donc une entreprise d'intoxication. Parce que, dans un deuxième temps, cette erreur médicale, elle a ouvert un boulevard à l'industrie. Un marché de tous les gens de plus de 50 ans à se traiter pendant 10 ans, 20 ans avec les statines. C'est donc devenu le plus gros marché mondial et il est fondé sur une pointe de pyramide qui ne tient pas debout. Voilà. Et vous pensez que la pyramide va s'écrouler là ? Oui, elle va s'écrouler, pas à cause de moi, elle va s'écrouler parce que les brevets arrivent en fin de parcours et que l'industrie, ne pouvant plus gagner l'argent avec les statines, va essayer de sortir autre chose. Donc au fond, vous les arrangez finalement en sortant une enquête comme ça va leur permettre de tourner la page plus rapidement, c'est ça ? C'est pas impossible. Alors par rapport à ce qui nous intéresse aussi sur les pilules dans l'actualité aussi des scandales sanitaires, moi je voudrais peut-être repartir du point de départ. Je vous avoue là aussi, et je ne suis d'ailleurs pas le seul, comment se fait-il qu'on prescrive des médicaments qui sont destinés à telle pathologie et qu'on dise ça vous soignera telle autre ? C'est quelque chose qu'on improvise, qu'on invente. Comment ça se passe ? Rapport toujours aussi au médiateur, par exemple. Eh bien, écoutez, c'est extrêmement simple. Comment on découvre qu'une pilule qui, théoriquement, lutte contre l'acné, va aussi, finalement, va être plus prescrite comme contraceptif ? C'est une stratégie industrielle. Philippe Even. Ce que cherche l'industrie, c'est à pénétrer le marché, avoir l'autorisation de vendre un produit. Elle choisit donc une indication, en général la moins discutable, celle qui va demander des études les moins chères, sur un nombre de malades pas trop élevé. Elle entre sur le marché, mais sur un petit créneau. Il s'agit ensuite d'élargir le créneau, donc d'élargir les indications. Alors il y a 2 façons. La façon légale, qui est de faire de nouvelles études sur une autre maladie et de montrer que le médicament est efficace, et d'obtenir une deuxième. C'est-à-dire qu'il est efficace, par exemple, sur 2 maladies. Voilà, mais quelquefois c'est 3 et 4 réellement, ça existe. Et puis il y a une deuxième façon, beaucoup plus financièrement intéressante, qui est, une fois que la molécule est sur le marché, d'envoyer les visiteurs médicaux, les leaders d'opinion, des articles non scientifiques dans des revues de grande diffusion, pour dire, vous savez, le médicament est très utile aussi dans telle autre maladie. Je vous donne un exemple. Il sort une pilule, il y a quelques années, ça remonte à longtemps, uniquement pour la dialyse. Vous savez, les gens, les infusions rénaux qui sont en dialyse. Bon, ça fait 3000 personnes en France. 3 ans après, vous revenez, la molécule est devenue le traitement de la migraine. Ça fait déjà beaucoup plus de malades. Et puis, 5 ans après, des maux de tête.
tous les maux de tête. Et c'est devenu un marché absolument gigantesque, sans aucune preuve. Des histoires comme ça, il y en a 50. Daniel Assoun, vous êtes gynécologue. Est-ce que vous avez prescrit, vous Oui, j'ai prescrit Diane comme tout le monde. Il y a pas à s'en cacher. Le problème, c'est que là, d'abord, on n'avait pas à faire. Il faut bien remettre les choses aussi en place. Que il ne s'agit pas de maladie là. On est dans la contraception. On est dans la prévention des grossesses non désirées, non prévues, etc. Donc ça pose aussi toute une autre façon probablement de fonctionner dans notre relation avec les patients. Nous ne sommes pas dans la maladie. Alors, pour en terminer avec cette pilule, avec Diane, qui effectivement n'avait pas l'autorisation de mise sur le marché comme contraceptif, il faut dire quand même qu'elle est contraceptive. Parce que les produits qui sont contenus dans cette pilule sont et de l'estrogène et une forme un peu particulière de progestérone, et que c'est effectivement, ça bloque ce qu'on appelle l'axe hypothalamo-hypophyso-ovarien, donc ça empêche l'ovulation. Donc, comme contraceptif, c'est effectivement efficace. Alors que le labo n'ait pas fait effectivement les études, ça c'est absolument clair. Je pense que c'est assez onéreux probablement de faire des études pour être sûr que c'est bien contraceptif, parce que vous devez arriver à un résultat extrêmement fort. Il faut le reprouver, quoi. Il faut le reprouver à chaque fois. C'est le propre des autorisations de mise sur le marché. Vous devez prouver à chaque fois que le médicament est utile, qu'il n'est pas nocif, qu'il est hyper efficace. Et en matière de contraception, vous ne pouvez pas vous contenter de 80% d'efficacité. Ça ne serait pas possible d'avoir une pilule à 80% d'efficacité. Il faut qu'on soit sur le 100%. En gros, il faut 98%, ou 99% d'efficacité si la pilule est bien prise. Donc, je pense, je ne travaille pas pour les laboratoires de pilules, mais je pense que là où ça valait trop cher, où c'était probablement plus rentable de le faire comme ça, sachant très bien qu'effectivement, de cette façon-là, eh bien, ça allait se diffuser. Alors, c'est vrai, et là, parce que c'est vrai que nous sommes assez à de questions actuellement, dans la majorité des cas, nous l'avons prescrit, et je l'ai prescrit également. En toute bonne foi, c'est évident, on ne va pas vous faire chauffer l'idée, pas vous faire... Voilà, sachant qu'elle n'avait pas la MM de contraception, mais en sachant qu'elle était efficace. C'est-à-dire que vous la prescriviez, une jeune fille vient vous voir, je voudrais une pilule contraceptive, vous voulez... Non, pas exactement comme ça. Alors, mais comment ? Je la prescrivais, nous la prescrivions dans la majorité des cas, comme une contraception parce que la jeune fille avait de l'acné. C'est-à-dire que nous faisions d'une pierre deux coups. Voilà, vous ferez d'une pierre deux coups. Voilà. Cette jeune fille avait de l'acné. On se disait, si on prescrit cette pilule, ça va être efficace. Il ne faut pas rêver non plus, c'est pas extraordinairement efficace sur l'acné, c'est aussi ça le problème. C'est moyennement efficace. Fait Philippe Even. Moyennement efficace, on va dire, sur l'acné. Et donc, du coup, on se disait, on fait d'une pierre deux coups. Comme on est très attentif au fait que pour qu'une pilule soit bien prise et pour qu'une contraception soit bien prise, il faut que les femmes soient très confortables avec. Voilà, notre crainte, elle était là. On se disait, si elle fait de l'acné, elle va arrêter, ce qui est souvent le cas. Quand elles ont des effets secondaires, elles arrêtent. Donc, on craint beaucoup la grossesse non prévue. Vous savez très bien qu'il y a, bon là pas en ce moment, mais il y a des scoops permanents sur le nombre d'IVG en France. Moi, ça me choque pas particulièrement, mais c'est quand même ça la réalité. Donc, on est pris entre deux... Alors, feux. Comme on arrive au bout de la première partie, Philippe Even, comment faire d'abord, cela dit, pour ne pas non plus forcément, ou alors faut-il alarmer l'opinion publique, ou faut-il un peu aussi retrouver de la mesure ? 4 morts, évidemment, c'est 4 morts de trop, mais c'est sur 25 ans. Alors est-ce qu'on est sur quelque chose qui est, après tout, inhérent aux médicaments et à des gens qui, hélas, en ont été la victime, ou est-ce que... C'était beaucoup plus simple que ça. Il fallait aller vite, régler le problème dès qu'on a su les risques particuliers de cette pilule, c'est-à-dire il y a 10 ans. Il y a 10 ans que nos autorités de santé n'ont rien fait. Je voudrais préciser 2 choses. Diane, c'est 300 000 personnes qui prennent Diane 35. Il y en a 4 millions qui prennent les autres pilules de 3e génération. Ouais. Il y en a aussi un certain nombre qui prennent, et à titre anecdotique, c'est toujours intéressant à souligner, des copies de Diane. Et la plus vendue, elle s'appelle comment ? C'est presque aussi beau. Minerva, c'est magnifique. Qui est-ce qui la fabrique ? Les laboratoires Biogarant. C'est qui les laboratoires Biogarant ? C'est Servier. Dès lors que Servier est sur un créneau, vous pouvez être tranquille qu'il y aura un problème. À chaque fois, c'est la même chose. Je pense qu'il faut le dire aussi. Bon, mais le vrai problème, c'est Yasminel de chez Bayer également. C'est joli tous ces noms.
Comment ? C'est joli, tout C'est ces très, noms. ben, ils sont choisis pour ça, Ouais, charmant. ce sont des professionnels. Bon, là, c'est 4 millions de personnes. Et là, le risque, c'est pas 4 morts par an. Alors, je pense qu'il faudrait que notre ministre ait pris conscience de façon plus claire qu'il y a 8 millions de personnes en France sous pilule, que ça a été quelque chose d'essentiel dans la libération de la vie de la femme dans le monde. Moi, j'en ai fait partie avec Makowski et Emilia. J'étais le troisième j'étais tout jeune à l'époque, pour défendre la pilule. Donc, je suis pas un adversaire de la pilule. Mais je pense que les gynécologues ont peut-être péché par imprudence en prenant le risque de voir une pilule importante être critiquée de cette façon. Et ça, aujourd'hui, je comprends ces 8 millions de femmes qui se posent des questions. 8h17, vous ne faites pas de cholestérol, Brice, rassurez-moi. Non, Ouais, tout va bien. pour l'instant. C'est l'heure de votre chronique. Tous les ménages devraient avoir sur la table du salon le livre des professeurs Philippe Evin et Bernard Debré que vous venez de citer, Marc. Tous ceux qui ont déjà leur guide des 4000 médicaments utiles, inutiles ou dangereux ont pris l'excellente habitude de le consulter à chaque prescription. Savoir qu'un médicament est faiblement efficace, qu'il a des effets secondaires indésirables, voir que le prendre est carrément risqué, permet de dialoguer avec le médecin qui vous l'aura prescrit. En effet, si l'on en croit la revue médicale indépendante Prescrire, un nouveau médicament mis sur le marché sur 5 s'avère dangereux et ne devrait pas obtenir l'autorisation pour cause de, je cite, balance bénéfice-risque défavorable. Pas étonnant lorsqu'on découvre à vous lire Philippe Evin comment les firmes pharmaceutiques multiplient les pseudo-nouveautés en recopiant les formules de leurs anciens médicaments afin d'en conserver les brevets pendant 10 ans de plus, comment ces mêmes firmes inventent de pseudo-maladies nouvelles afin d'écouler de nouveaux médicaments censés les combattre, ou truquent allègrement leurs tests en recrutant des malades cobayes non représentatifs. En octobre 2012, plusieurs grands professeurs en médecine ont lancé un appel intitulé « Pour une autre politique du médicament ». Je cite un extrait. « Les Français consomment trop de médicaments inutiles et exagérément coûteux. Sans dommage, on pourrait diviser leur nombre par 4, passant de 4000 à 1000 médicaments. La responsabilité est partagée entre les industriels, l'État et les prescripteurs », écrivent-ils. Mais pourquoi se priver quand c'est gratuit et que la carte verte de la sécurité sociale est considérée comme rechargeable à volonté ? Résultat, nous consommons par an 25 000 tonnes de médicaments dont, je cite les professeurs Evin et Debré, les prix ne cessent d'augmenter alors que les nouvelles molécules sont de moins en moins efficaces. 2 fois plus de médicaments que les Britanniques, 30% de plus que les Allemands ou les Néerlandais, sans nous en porter mieux pour autant. Ces dépenses inconsidérées, qui représentent 18% des dépenses totales de la santé, plombent la sécurité sociale. Du moins, devrait-on avoir confiance dans les nombreuses agences de contrôle que l'État, l'Europe ont multipliées ces dernières années pour dégager leurs propres responsabilités, mais à vous lire, on découvre que leurs membres sont, dans la grande majorité des cas, liés à l'industrie pharmaceutique qui non seulement finance leurs travaux, mais leur octroie des actions afin de les intéresser directement à la progression de leur chiffre d'affaires. Pas étonnant dans ces conditions si les scandales sanitaires se suivent, sans remonter jusqu'à l'affaire du talc morange dans les années 70, à l'hormone de croissance qui n'a été retirée en France qu'en 88, à l'isoméride, coupe-fin très prescrit aux obèses dans les années 80 et 90 alors qu'il était à l'origine de graves problèmes cardiaques. Contentons-nous des scandales du Mediator, des prothèses PIP pour parler des plus récents. Et le dernier en date, donc, celui qui nous occupe ce matin, concerne la pilule contraceptive de 3e et 4e génération. Dès le début des années 90, les responsables sanitaires de plusieurs pays, allemands en particulier, ont évoqué les risques de thrombose et de phlébite présentés par ces pilules. Comme l'écrit le professeur Bernard Bégaud dans Le Figaro, comme à chaque fois, on feint de découvrir ce qui est connu depuis 15 ans, un excès de risque ne se justifiant que dans certaines situations. Sur le HuffPost, le docteur Frédéric Bizarre fait remarquer, je cite, que c'est la mobilisation d'acteurs issus de la société civile, la judiciarisation et la médiatisation qui ont permis chaque fois de faire éclater les crises sanitaires et d'obtenir le retrait des médicaments coupables. Alors un grand bravo à la société civile, aux juges et aux médias, mais à quoi servent donc toutes ces agences, hautes autorités et hauts fonctionnaires censés protéger notre santé ? La chronique de Brice Couturier sur franceculture.fr. Daniel Assoun, Philippe Evin,
Alors, Daniel Assoun. Oui, même si je pense qu'effectivement, ce qui se passe est absolument grave, je suis pas sûre qu'on puisse le qualifier de scandale sanitaire, et en tout cas qu'on puisse le rapprocher, par exemple, de l'histoire du Mediator. Je pense qu'il y a quand même... Vous parlez de l'affaire des deux pilules, par exemple, des pilules, troisième et Diane 35. Comment ? Non, je parle pas seulement de Diane 35, je parle plus globalement de cette histoire de l'augmentation et du surrisque des troisième, quatrième générations et de Diane 35, entre autres. Alors, j'entends aussi tout à fait que pour les familles de victimes et pour les victimes elles-mêmes, dire que ce n'est pas un scandale est inentendable. Je l'entends et je pense que effectivement on est sous le coup de l'émotion de cette jeune femme, de ces familles qui effectivement ont perdu des enfants, en fait, des jeunes. C'est inentendable. Maintenant, l'avantage de cette histoire, si je puis dire, s'il y en a une, et cette mise en lumière de cette histoire, je ne sais même pas comment l'appeler d'ailleurs. Est-ce un scandale? Est-ce une histoire? Je ne sais plus, je n'ai plus le mot pour le qualifier. Ça a en tout cas permis de mettre en lumière un certain nombre de choses. Ce que vous disiez, monsieur Brice Couturier, sur la politique du médicament, là je crois que vraiment il y a un problème. C'est pas la première fois, c'est la énième fois que ça se pose. La formation des médecins, qui est aussi vraiment en France tout à fait mal faite, trop dépendante des laboratoires, n'est pas obligatoire. Enfin, elle est théoriquement obligatoire, mais en fait, peu de médecins sont reformés une fois qu'ils sortent de la faculté. Sur les 8, 10 ans, 12 ans d'études de médecine, il n'y a pas du tout de formation à la pharmacopée, aux médicaments ? Il y a une formation, mais ce que je veux dire, moi, c'est la formation post-universitaire. C'est ça qui est fondamental. C'est vous sortez de la fac et après, au bout de quelques années, il faut absolument revoir les choses, revoir vos positions. Là aussi, vous êtes parti sur des erreurs de pensée, vous êtes parti sur des fausses idées, des médicaments qui finalement ne marchent pas. Il faut absolument revoir ces positions. Donc, c'est vrai que je ne sais pas donc s'il s'agit d'un scandale véritablement ou pas, mais en tout cas, ça a au moins l'avantage de mettre sur le tapis un certain nombre de réels problèmes et aussi de difficultés concernant cette pratique médicale. Parce que dans cette histoire de pilule, il faut bien dire que, au fond, ce dont nous avons été absolument incapables d'évaluer, c'est cette histoire de bénéfice-risque. Et je pense que c'est là où on s'est trompé, probablement, parce qu'on s'est dit, oui, c'est troisième génération. Nous savions qu'il y avait un surrisque, mais c'est très très faible. Mais nous le savions, mais en même temps, on s'est dit, peut-être que c'est mieux pour certaines femmes. Philippe Even, sur cette question d'ailleurs, alors scandale sanitaire ou pas? Je ne suis pas très loin de la position de Mme Assoun, vraiment très proche. Mais ça n'est pas un scandale, et il ne faut pas affoler les millions de femmes qui ont besoin, pour vivre normalement, de prendre la pilule, et qui courent un risque extrêmement minime. Mais, en effet, il y a un très petit risque. Statistiquement, c'est bingo. Oui, mais ce qui est compliqué par rapport à ce que disait tout à l'heure Daniel Assoun, en disant il faut qu'un médicament soit sûr à 98% qu'on ne va pas en mourir si on le prend. Évidemment, on n'a pas envie d'être la personne qui va claquer parce qu'elle a pris, elle va avoir les mauvais effets d'une pilule. Moins de mots et plus de chiffres. Hein. C'est plus efficace. Hein. Bon, une femme qui prend pas la pilule, c'est un risque sur 10 000 de phlébite. C'est pas complètement zéro. Si elle prend une deuxième génération, c'est 2 sur 10 000. C'est le double. Ça reste très petit. Si c'est une troisième génération ou une Diane, c'est 4. Bon, c'est franchement différent. Mais ça fait très peu de choses. Ça fait très peu de choses, mais on va me dire, mais il y a 8 millions de femmes qui en prennent, ça veut dire qu'à la fin de l'année, il va y avoir 1000 ou 2000 phlébites. Et ça veut dire 10% d'embolie pulmonaire. Ça veut dire 200 ou 300 embolies pulmonaires. Et puis comme elles sont pas bien diagnostiquées, pas bien reconnues, pas bien prises en charge, eh ben, il y aura chaque année 10 morts. Voilà. C'est terrible, 10 morts, 10 jeunes femmes. Et les histoires qui ont été publiées dans la presse sont effrayantes. Je vous recommande celle de la petite Sophie de Nantes qui s'en est tirée après plusieurs embolies pulmonaires. Il a fallu 7 médecins successifs avant de faire le diagnostic et enfin de la traiter. Il y a vraiment un problème. Il y a le portrait de Marion Lara aujourd'hui en dernière page de Libération. Aussi. Oui, mais l'histoire est moins emblématique. Hein. La plus courante, je l'ai vécu, hein, j'ai dirigé pendant 30 ans un centre d'embolie pulmonaire qui est le plus gros de France. J'en ai vu des centaines tous les ans. Les erreurs qui ont été commises par les médecins qui n'ont pas été suffisamment bien formés, qui passent à côté des phlébites, qui ne s'alarment pas, qui font le diagnostic 10 jours après. L'embolie pulmonaire, ça n'est pas l'histoire de Bossuet. Hein. Bossuet,
Oraison funèbre d'Angleterre, madame se lève, pousse un cri et meurt. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas du tout comme ça. Au 8e jour, c'est comme ça. Mais pendant 8 jours, on est passé à côté du diagnostic. Et il y a vraiment une information à donner aux patientes, leur dire le risque est absolument minuscule. Bon, mais sachez que si vous avez une petite tension dans le mollet, il vaut mieux venir me voir. Voilà. Et ce serait un progrès considérable qui sauverait beaucoup de vies. Mais c'est pas vraiment un scandale comme ceux que vous avez évoqués tout à l'heure, comme le Mediator, le Vioxx, l'hormone de croissance, etc. Il y a un point commun quand même aux deux affaires. Il s'agit de médicaments qui ont un double effet. Dans le cas de la pilule de 3e génération, manifestement, c'est une pilule qui est utilisée à la fois contre l'acné et comme contraceptif, puisque les pilules de 1re et 2e génération, paraît-il, pouvaient donner des boutons. Dans le cas du Mediator, c'est pareil, c'est un médicament qui était en réalité un coupe-fin, qui a été détourné de sa fonction. Est-ce qu'on n'a pas ce risque de plus en plus avec des médicaments qui se présentent comme ayant une certaine fonction et en réalité étant prescrits pour une autre? Mais heureusement que les médecins observent les effets des médicaments et se rendent compte que dans des affections où il n'était pas du tout prévu, ils ont un effet positif. Il y a des retombées très positives de ça, très positives, où on découvre dans un second temps que tel médicament utilisé pour la maladie A est finalement bien plus utile dans la maladie B. C'est la liberté des médecins dans le monde entier d'observer les malades et de faire progresser la thérapeutique. Il faut pas jeter l'enfant avec l'eau du bain. Alors quant à l'acné, il n'y a pas un dermatologue à Paris, ou alors il faut qu'on me le présente, je ne le connais pas, qui utilise la pilule Diane pour traiter l'acné. C'est du pipeau. Elle est utilisée uniquement comme contraceptif. Daniel Assoun. Oui, pour revenir sur le pourquoi nous avons prescrit ou pourquoi ont été prescrits si massivement les 3e et 4e générations, sans revenir sur le problème des laboratoires et de la pression extrêmement forte de certains laboratoires pour nous faire prescrire effectivement ceci. Intéressant. Et malgré, je voudrais dire malgré Daniel Assoun et malgré tout de même aussi les sonnettes d'alarme régulièrement de tirer par la revue Prescrire et quand même quelques toubibs aussi. Hein. Mais ça, on revient à la formation post-universitaire des médecins qui n'est quasiment faite, en fait, il faut le dire quand même, que par les compagnies pharmaceutiques. Mais pour revenir sur votre question par rapport à l'acné ou la tolérance, si vous voulez, là où je pense on s'est fait un petit peu avoir et manipuler, je le dis pour moi-même également, c'est que nous sommes dans une politique de tout contraception et surtout de pas d'échec de contraception. Il y a quand même une espèce de force morale, ou moi j'aurais envie de dire presque de régression par rapport à ça, surtout quand on vient demander une contraception. Enfin, surtout, il faut surtout pas que ces jeunes femmes soient enceintes, puisqu'il faut surtout pas qu'elles fassent des avortements. Et vous avez très régulièrement, quand même, dans la presse, il y a trop d'avortements en France. Donc on est pris, nous, médecins, gynécologues et médecins généralistes, je crois pas qu'il faille dissocier les deux, moi, dans une politique il faut être efficace à tout prix. Alors, efficace à tout prix, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous prescrivez une pilule, elle ne convient pas très bien, alors vous essayez autre chose. Et vous oubliez, effectivement, que on vous a dit, moi je le savais, qu'il y avait ce surrisque. Et donc, donc on dit, bon ben voilà, elle a de l'acné, donc je vais lui donner telle pilule parce que ça va peut-être marcher. Et du coup, elle va poursuivre sa contraception et ne pas l'arrêter trop brutalement. Et puis, il faut pas oublier quand même que ces jeunes filles sont très fertiles. Et quand elles arrêtent la pilule, on oublie la fertilité des très jeunes femmes. Non, mais excusez-moi, mais pourquoi alors prescrire une pilule de 3e génération à des jeunes femmes qui n'ont pas d'acné? Pourquoi pas rester tout simplement aux pilules de 1re et 2e génération qui ont fait leurs preuves? Globalement, alors là, vous me posez la question, moi je vous répondrai que c'est globalement ce que j'ai fait. Et je pense que si ça n'a pas été fait, c'est essentiellement là par la pression des laboratoires et les visiteurs médicaux. Je ne reçois pas les visiteurs médicaux depuis 25 ans, c'est vrai. Suis-je représentative de ma profession? Je ne sais pas. Philippe Even. Oui, vous oubliez tous de parler du prix. Pour l'industrie pharmaceutique, les nouvelles pilules de dernière génération, c'est 110 € dans l'année qui rentrent par femme. Les anciennes, c'est 20 €. Vous faites le calcul multiplié par 8 millions, on arrive quand même très vite à 800 millions ou 1 milliard. Et ça fait 15 ans que ça dure. Alors ça fait combien de milliards encaissés par l'industrie? Alors vous imaginez la pression qui est exercée sur les médecins. Mais maintenant, je ne suis pas entièrement d'accord avec vous et je vais battre ma coupe. Parce que s'il n'y a pas de formation continue de qualité, vous l'avez très bien dit, c'est parce qu'on n'a pas sensibilisé pendant leurs études
les étudiants à ce que tous les médicaments comportent des risques. Qu'en utiliser 1, il y a des risques, 2, il y en a 2 fois plus, 5, il y en a 10 fois plus, etc. Et qu'il faut être très soigneux dans la manipulation des médicaments. Il faut leur mettre ça dans la tête très tôt. Après, ils chercheront tout seuls à s'informer. Alors, c'est vrai qu'on est tout le temps en train de faire cette balance, cette Daniel fameuse Assoun et balance puis Caroline bénéfice-risque. On est tout le temps en train d'essayer de la faire. Et ce que je pense, c'est finalement, au décours de cette polémique, c'est qu'effectivement, je pense qu'actuellement, nous n'avons pas les études scientifiques, parce qu'elles n'ont pas été faites, pour dire si effectivement ces pilules de 3e et 4e génération sont mieux tolérées. Nous n'avons pas ces études scientifiques. Elles n'existent pas. Elles sont très difficiles à faire, c'est probable, mais elles n'existent pas. Et donc, nous n'avons pas totalement d'ailleurs la possibilité de savoir si elles sont plus risquées. Parce que si nous avions ces études de tolérance, à ce moment-là, nous pourrions faire une vraie balance bénéfice-risque. Et là, c'est là où je pense que nous nous sommes fait en partie manipuler par les compagnies pharmaceutiques qui nous ont dit, et probablement nous les avons crues, qu'elles étaient mieux tolérées. Mais très franchement, en pratique, je ne suis pas sûre qu'elles soient mieux tolérées du tout. Du tout. Alors, est-ce que tout de même, il ne faut pas aussi faire... Ah, pardon, oui, excusez-moi, Caroline, vous vouliez la parole. Et oui, puis, je suis un peu surprise de ce que vous dites sur la politique contraceptive en France. On n'a pas du tout l'impression que le gouvernement, le ministère de la Santé, informe régulièrement les femmes et les jeunes filles en particulier sur les possibilités qu'elles pourraient avoir, et que, en revanche, l'IVG est assez promue. Donc, écoutez, quand est-ce qu'il y a eu la dernière campagne d'information des femmes et des jeunes filles sur la contraception? Vous êtes vraiment au cœur de ça, donc je crois que vous y êtes trop pour vous rendre compte de ce qui se passe vu de l'extérieur. Ce que je peux répondre là-dessus, c'est que, vous savez, la France est un des pays où la contraception et la pilule, justement, ça c'est aussi une autre question, est le plus utilisé au monde. C'est un pays, alors je ne veux pas utiliser un terme qui n'est pas joli du tout, qui est... les femmes sont le plus contraceptées ici. Alors c'est vrai, il a carrément manqué de campagne, c'est vrai que c'est pas suffisant. Non, même si je suis dedans, je me rends parfaitement compte, il n'y a pas suffisamment de campagne, on pourrait faire encore plus et mieux pour la contraception, mais n'empêche qu'on aboutit à un taux de contraception très élevé, très élevé. Je dirais pas qu'on promet l'IVG, je dirais qu'on facilite maintenant, et c'est tant mieux, on ne peut que se féliciter, l'accès à l'IVG dans de bonnes conditions, et sanitaire, et si possible psychologique, pour qu'elle soit le mieux accueillie possible. Mais je ne dirais pas qu'on promeut l'IVG. Non, je ne le pense pas. Que faut-il, pour continuer d'avancer dans le dossier, que faut-il penser, tout de même, alors aujourd'hui, des instances, on va dire, de contrôle? Il semblerait que si l'on peut, et je vois que vous ne vous en privez pas, Philippe Even, mettre tout sur le dos des laboratoires, faut-il un peu, tout de même, observer de près de comment sont contrôlés ces médicaments et du rôle, au fond, des instances publiques qui, dites-vous, ne donnent jamais une amende à personne, ou presque, et semblent avoir des filets avec de très gros trous. Les laboratoires font leur métier, ils font ce qu'ils veulent faire de l'argent, et dans les limites de ce qu'on leur laisse faire. La vraie responsabilité, elle est donc au niveau de l'État. J'ai répertorié 40 agences dites autonomes. On les appelle quelquefois autorités, bien qu'elles n'en aient aucune, puisqu'elles ne peuvent pas prendre de décision. Sur ces 40, il y en a quelques-unes qui marchent très bien. L'Institut national de veille sanitaire, c'est bien. La commission de transparence à la Haute Autorité de Santé, c'est remarquable. Leurs travaux sont excellents. Ils avaient annoncé les problèmes de la pilule en 2002. Ils les ont répétés plusieurs fois depuis. Les centres de pharmacovigilance dans les hôpitaux... Laissez-moi aller jusqu'au bout. Allez-y. Cette commission particulière qui travaille très bien, personne ne tient compte de ses avis. Personne ne prend de décision. Mais pourquoi? Le problème, ce sont des ministres incompétents, presque tous, et en particulier en ce moment, je le dis très clairement. Marisol Touraine. Vous l'avez dit, c'est vous qui l'avez dit. Vous l'avez dit hier sur Europe 1. Bon. Mais les autres agences... Qui n'ont pas la conscience même de ce que ressentent les Français. Comment peut-on laisser traîner une histoire comme ça? D'abord, elle traîne depuis 10 ans. Mais depuis 15 jours, 3 semaines, sans une parole
claire, précise du responsable qui est la ministre, qui est entouré de conseillers que je ne connais pas, mais il y a quelques directeurs d'agence, comme Dominique Maranin, qui par exemple à la tête de l'agence du médicament, qui est un homme d'une intégrité, d'une compétence, d'une qualité extrême. Mais ça sert à quoi de mettre des hommes de cette qualité dans un système qui, de toute façon, ne marche pas? On ne les écoute pas, ils n'ont aucun pouvoir décisionnel, ils ne peuvent que proposer. Alors il ne reste qu'une solution, c'est de démissionner. Et je regrette qu'ils ne le fassent pas plus souvent. Quand on voit les décisions, les propositions qu'ils font, qui sont pertinentes, qui sont fondées, et qui ne se traduisent par aucune décision de la part des pouvoirs publics, eh bien, on reprend sa casquette et on s'en va. Voilà. Et les 31 centres donc, de pharmacovigilance dans les hôpitaux, par exemple, 31 centres régionaux, dont souvent d'ailleurs viennent des bonnes choses. Hein. Après tout, l'affaire du Mediator est venue de Brest avec Irène Frachon. Oui, c'était tout à fait, non seulement pas avec l'aide du Centre national de pharmacovigilance, mais contre le centre qui s'y est opposé. Bon, cela dit, dans l'ensemble, ces centres travaillent très bien. Mais c'est quoi un centre de pharmacovigilance? Vous avez regardé les budgets? Encore faut-il les écouter. Attendez, il y a 5 personnes dans chaque région de France, avec des budgets ridicules, pas de système informatique, pas de communication avec Paris qui fonctionne. D'ailleurs, dans l'agence elle-même, il n'y a pas de système informatique. Chacun a son petit portable à côté de lui sur son bureau, c'est même pas interconnecté, et ils reçoivent une information toutes les 80 secondes, jour et nuit. Autrement dit, ça s'en va directement dans les tiroirs et ça n'en ressort plus jamais. Daniel Assoun? Oui, juste un petit mot par rapport à quelque chose, c'est que je pense que nous n'avons pas, nous médecins, cette culture de signaler les incidents ou les accidents. C'est quelque chose qu'on oublie de faire, qu'on ne fait pas, on ne sait même pas qui appeler, en fond, vraiment. Enfin, c'est comme si on n'avait pas sur notre bureau, vous savez, ces numéros de téléphone urgents, et je pense que ça doit faire. Il faut bien reconnaître qu'à l'heure du tweet, oui, ça paraît oui, il nous manque totalement ça, mais il nous manque cette culture-là. C'est-à-dire que de temps en temps, on a effectivement un incident, un accident, etc. D'abord, parfois, on pense que l'hôpital où la femme a été hospitalisée l'a fait, puis en fait, je ne sais pas s'ils l'ont fait ou pas. Il nous manque là quelque chose véritablement, et je pense que ça serait facile à mettre sur pied, ne serait-ce qu'un numéro de téléphone facile, parce que les médecins sont pressés. C'est vrai que au milieu des consultations, on oublie, on l'a et on ne le fait pas, et du coup, on n'a pas une réelle vision des incidents et des accidents. Je pense que c'est pas seulement pour la pilule, c'est pour tous les médicaments, nous n'avons pas cette culture. Je pense qu'aux États-Unis, ils l'ont beaucoup plus. Non, pas vraiment. C'est pas un problème de culture, c'est un problème de mission. La mission des médecins, c'est de surveiller les effets des médicaments qu'ils donnent. Je vous raconte une anecdote très brève. Comment est-ce qu'on sait tout ça sur la pilule aujourd'hui et ses risques? Parce que 1684 médecins écossais ont suivi pendant en moyenne 26 ans 1 200 000 femmes, se sont réunis entre eux, ont noté tout ce qu'ils observaient et ont sorti un rapport qui apportait la réponse à une question qui se posait partout. C'est un problème pas de culture, c'est un problème de mission. Les médecins doivent le faire, et il faut leur apprendre à le faire. Seulement, on leur en a jamais parlé. Est-ce que vous craignez, je m'adresse à vous deux, Philippe Even, et à la gynécologue que vous êtes, Daniel Assoun, est-ce que vous craignez tout de même, on avait déjà un peu évoqué cela au fond lors des précédentes affaires autour de ces questions de pilules, qu'il y ait tout de même des vrais gros dégâts sur tout simplement aussi la question de la sexualité féminine aujourd'hui, la liberté et le progrès tout de même qu'a représenté la pilule quand on l'a mise sur le marché, puis la fameuse loi Neuwirth. Est-ce que ici même René Friedman s'inquiétait de ce qu'au fond il y a une sorte de sorte de retour un peu moral qui accompagne. Vous voyez, on vous l'avait bien dit, hein, la pilule, c'était pas la panacée. Je voudrais vous faire écouter le témoignage, c'était dimanche dernier sur France Culture, de Sophie Christin Maître, professeure en endocrinologie à Saint-Antoine à Paris. Elle s'exprimait dans l'émission Divers aspects de la pensée contemporaine de 9h40 à 10h, et elle évoque justement tout de même la pilule et le principe de précaution. Donc cette avancée, elle date des 1960. Et elle est la source d'un combat extrêmement important qui a été mené par deux femmes très militantes, Margaret Sanger d'une part et Catherine McCormick d'autre part, qui ont permis, en association avec Gregory Pincus, de mettre au point les premières pilules. Donc je voudrais d'emblée dire que la notion d'accident vasculaire
qui peut donc engendrer une paralysie, est connue depuis les années 1960. En effet, dans les premières prises de pilules, il y a eu un nombre assez important d'accidents. Et si on était à l'heure actuelle à la diffusion de ces traitements, probablement la pilule n'aurait jamais vu le jour, puisque ces quelques cas de patientes, de femmes ayant des inconvénients, auraient arrêté toute diffusion de ces pilules estroprogestatives. Et je voudrais rappeler qu'à l'heure actuelle, il y a plus de 100 millions de femmes à travers le monde qui prennent une pilule estroprogestative. Voilà, Sophie Christin-Maître, professeure en endocrinologie à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Daniel Assoun, Philippe Even. C'est sûr que cette histoire va laisser des traces. Là, on est dans la panique, donc on a les coups de téléphone, les mails, etc., auxquels on répond, parce que c'est absolument légitime et il faut absolument... Oh, mais ça n'est rien avec ce qui va se passer sur le cholestérol et le prochain livre de Philippe Even. Absolument. Mais là, je ne suis plus concernée. Et je n'aurai donc pas de coup de téléphone parce que je ne prescris pas de statine. Mais là, c'est vrai qu'on est sur l'urgence, on va répondre, on va pallier à cette urgence, et puis des choses vont se tasser, bien évidemment. Mais je pense qu'effectivement, ça va laisser des traces. Ça va laisser des traces parce que... d'abord, on est encore sur cette histoire de principe de précaution. Principe de précaution justifié, pas justifié, trop, pas trop, effectivement. On est aussi, je crois quand même que ça va être, et ça peut être, et ça va probablement être utilisé par des gens qui prônent effectivement un certain retour moral. On sent une tentation comme ça dans la société par rapport aux femmes. En plein débat sur le mariage pour tous, qui plus voilà, et on sent très fort, moi j'étais très surprise de cette mobilisation contre le mariage pour tous, et donc il y a une forte tentation d'un retour moral, et là ça risque d'être utilisé en disant, on vous l'avait bien dit, c'est pas bon, qu'est-ce qu'on va prôner comme autre méthode de contraception ? Parce qu'on peut pas, on peut, évidemment qu'il faut élargir la palette des contraceptions et proposer d'autres contraceptions, mais on ne peut pas mettre des stérilets à toutes les femmes. Elles n'en veulent pas. Ce n'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'elles n'en veulent pas et qu'on ne peut pas revenir non plus à des méthodes, certes, pas dangereuses du tout, comme les méthodes naturelles, mais qui entraînent un taux d'échec très important. Donc, il faut quand même raison garder et essayer de trouver un chemin raisonnable et raisonné. Caroline Eliachev ? Oui, peut-être y aura-t-il un risque de retour à l'ordre moral, mais j'ai pas l'impression que les femmes se laissent faire. Non. Heureusement. Non. Heureusement. Effectivement, sur la question de la palette des moyens contraceptifs, je pense que vous allez éventuellement revoir un petit peu ce que vous faites. Je dis pas vous personnellement. Non, j'entends tout à fait. J'entends. Mais il semble quand même que ne soit pas utilisé ou proposé aux femmes l'ensemble de ce qu'elles pourraient avoir. Et voilà, ça sera peut-être aussi une occasion de diversifier vos moyens contraceptifs. C'est tout à fait une occasion. J'ai vu une jeune femme hier qui me disait, moi je suis sous une pilule d'ailleurs de troisième génération, mais le problème c'est que je voulais passer au stérilet, donc là, effectivement, ça a accéléré un petit peu le processus. Et c'est vrai qu'il y a un véritable problème, par exemple, au stérilet. Les médecins ne veulent pas poser au stérilet à des jeunes femmes qui n'ont pas eu d'enfants, alors que toutes les études scientifiques ont montré qu'il n'y avait pas de problème. Mais vous savez, les médecins aussi, de temps en temps, ils restent sur leur position. C'est très difficile de les faire changer d'avis. Alors, l'autre scandale, ça a été, moi je pense, mais ça sera beaucoup plus global, c'est que les labos n'ont pas cherché grand-chose en matière de contraception. Ils sont restés sur le principe de l'œstroprogestatif, qui marche, c'est vrai, mais ils n'ont pas été très créatifs, pour des raisons probablement économiques aussi. Ils n'ont pas été créatifs. On n'a pas tellement de choses à proposer aux femmes. Enfin, on en a un certain nombre. Il y a une autre chose aussi qui est, à mon avis, un scandale par rapport à la contraception, c'est on propose très peu de stérilisation et masculine et féminine en France, alors que dans d'autres pays, ça peut être une contraception tout à fait acceptable dans certaines conditions. Donc ça aussi, pourquoi ? Vous répondrez au téléphone tout à l'heure, monsieur Even. Philippe Even. Écoutez, je voudrais appuyer ce que vous avez dit, redire encore, il ne s'agit pas d'un scandale. Ou alors il n'est pas exactement là où on le voit. Le scandale, on pourrait il dire est premièrement dans l'absence de réactivité depuis 10 ans d'un ministère qui savait tout ça et que ses commissions avaient averti, ça c'est la première chose. La seconde, il faut bien le dire, c'est l'absence de réaction
des médecins sur le terrain, parce qu'une phlébite, j'allais dire, pour parodier, c'est rien moins que rien. Quand on en fait le diagnostic, l'embolie pulmonaire ne doit pas se produire, elle se produit parce qu'on est passé à côté d'une phlébite, parce qu'on a négligé les symptômes, parce qu'on a laissé attendre plusieurs jours jusqu'à l'accident final. L'embolie, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ne tue pas d'un coup. Il y a donc, dans ces accidents très rares occasionnés par ces pilules, une vraie et lourde responsabilité des médecins, et je n'en suis pas particulièrement fier. Et puis oui, on aurait pu aussi continuer à faire un dégagement sur la sécurité sociale et le trou de la sécurité sociale, dont on se dit quand même qu'à force de vouloir le boucher en faisant je ne sais quelle économie sur tel ou tel médicament, on pourrait s'attaquer à des médicaments qui ne servent à rien et qu'on rembourse à tour de bras quand même, non là, parce que Même dans les pilules. C'est toujours en l'occurrence le médecin qui est coupable ou le patient, comme disait Brice, qui veut surconsommer du médicament. Mais enfin, si on réglait un peu la question et si on régulait mieux sans doute quand même ces médicaments qui ne servent à rien et qui ne sont pas pour rien dans le trou de la sécurité sociale, ça, on irait mieux, non ? Non, mais c'est de la démagogie, là. Rappelez-vous ce que disait Xavier Bertrand. Très tonique. Il faut nettoyer la pharmacopée. C'était des très belles paroles. Il faut nettoyer les labos, oui. Il n'a rien fait. Et que fait le ministre qui lui succède ? Eh ben, il ne touche pas non plus. Hier encore, il y avait un problème dans la grande presse financière, dans les Échos par exemple, un article sur les problèmes de 25 milliards à trouver demain matin. Voilà. On les a pas. 25 milliards, on les a pas. Mais on touchera pas aux médicaments. C'est un problème aussi d'emploi. C'est que l'industrie française, elle emploie 100 000 personnes dans le médicament. Et si on la met à genoux, eh bien, ça fera des chômeurs en plus. Alors, voilà, les politiques n'arrivent pas à choisir. Caroline Eliashef. Est-ce que vous auriez une idée de ce que serait une industrie pharmaceutique vertueuse ? C'est impossible, ça. Vous rêvez. Aucune industrie, ni pharmaceutique, ni autre. Seulement, la différence, c'est que l'industrie pharmaceutique met sur le marché, à coup de marketing, des molécules qui marchent une fois sur 20. Pour les statines, c'est même une fois sur 100. Vous imaginez l'industrie automobile qui vous vendra des voitures qui ne démarreraient qu'une fois sur 100 ? Elle ne peut pas être vertueuse, mais il faut des barrières de sécurité très fortes. C'est clair. Le but de l'industrie pharmaceutique, on peut entendre, c'est de faire de l'argent. Donc, ce ne sont pas des philanthropes. C'est clair. On peut. Je pense que c'est vertueux de vouloir faire de l'argent. De vouloir faire de l'argent en mettant la santé des gens en cause, c'est déjà moins vertueux. Oui.